Bonjour et bienvenue au port spatial de l'Europe. Très heureux de vous retrouver pour le lancement du 14e vol d'une Soyouz depuis la Guyane. Comme vous le savez, cette mission a été reportée à 3 reprises, la météo, puis une anomalie. Ici, la sécurité est une priorité. Tout est réglé, la chronologie a repris vers 13 heures, heure de Kourou, et nous sommes prêts pour ce lancement que Stéphane Israël, le président directeur général d'Arianespace, va nous présenter maintenant. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour notre troisième lancement de l'année depuis le Centre spatial guyanais, le premier avec Soyouz. Pour la mission d'aujourd'hui, Soyouz devra délivrer plusieurs satellites sur des orbites basses, tout inclinés à 88,2 degrés par rapport. Sentinel-1B est un autre satellite du programme phare de la Commission européenne, Copernicus, dédié au développement durable. Situation d'urgence, d'aide humanitaire et de crise. Puis la seconde étape consiste à séparer au bout de 2 heures et 48 minutes, après le décollage, 3 petits satellites CubeSat sur une orbite basse et quasi elliptique. Ces nanosatellites ont été conçus et fabriqués par des étudiants européens dans le cadre de l'Académie Fly Your Satellite de l'ESA, une initiative pédagogique pour encourager les carrières scientifiques et technologiques en Europe. Microscope est un satellite scientifique de 300 kg, conçu et construit par l'Agence française de l'espace, le CNES. Son objectif est de vérifier, et dans la mesure du possible, de remettre en question le principe d'équivalence entre masse inertielle et gravitationnelle. C'est toujours une source de grande fierté pour Arianespace d'offrir aux institutions européennes un accès indépendant à l'espace grâce à notre famille de lanceurs. La mission de ce soir est emblématique d'une telle ambition. J'adresse toute ma gratitude à l'Agence spatiale européenne pour son soutien sans faille à nos activités, à la Commission européenne, premier client institutionnel d'Arianespace au travers des contrats avec l'ESA, pour sa confiance continue dans nos solutions de lancement pour Copernicus et Galileo. Au CNES, pour nous impliquer dans les activités scientifiques passionnantes comme l'enjeu de ce soir avec Microscope. Mais notre 14e Soyouz depuis la Guyane est maintenant prête au décollage. Appréciez le spectacle. Bonjour, bonsoir, tout dépend où vous vous trouvez, bien sûr. Je m'appelle Dominique Detain et je suis vraiment ravi de vivre avec vous en direct ce 14e lancement de Soyouz depuis la Guyane. Pour l'instant, vous le voyez, tout est vert ici au Centre spatial guyanais. Comme l'a dit Stéphane Israël, nous avons donc 3 missions, 5 satellites. Sentinel-1B pour l'Agence spatiale européenne et la Commission européenne, Microscope, une expérience scientifique pour le CNES, l'Agence française de l'espace, et 3 CubeSat, microsatellites pour un projet éducatif de l'ESA, Fly Your Satellite, faites voler votre satellite. Le lanceur utilisé ce soir, c'est la légendaire Soyouz. Alors on voit une description sur la droite des données de ce vol. On va voir d'ailleurs comment ça se passe sous la coiffe. Au-dessus, bien sûr, de l'étage supérieur frégate. Voilà, un petit écorché qui va nous permettre de comprendre comment sont installés ces satellites. Voilà, donc au sommet, eh bien, Sentinel-1B, le passager principal pour l'observation de la Terre. Les petits CubeSats qui sont sur une structure porteuse, qui pèsent 1 kg chacun. Et puis Microscope, cette expérience scientifique, ce laboratoire scientifique du CNES.
à 23 km de la zone de lancement, eh bien c'est ce que l'on appelle la cellule de vol en salle Jupiter. C'est la plus haute autorité pour ce lancement. Il y a Stéphane Israël ainsi que Igor Novikov qui est le haut responsable de Roscosmos présent ce soir. Et autour d'eux, Roland Lagier qui est le directeur technique et qualité d'Arianespace, ainsi que Bruno Gérard, dont c'est le premier lancement, je crois, en tant que responsable de l'établissement de Kourou. Mais tout de suite, le sujet sur l'ESA. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons lancer un autre satellite Sentinelle. Juste un autre? C'est Sentinelle 1B. Non, c'est plus que juste un autre. Car c'est un deuxième satellite, la paire Sentinelle 1A et 1B. Les deux regardent la Terre avec un radar, capable de voir la nuit et aussi à travers les nuages. Et Sentinelle, c'est plus que Sentinelle 1. C'est une flotte de Sentinelles. C'est déjà le 4e que nous lançons aujourd'hui. Et les satellites Sentinelle font partie du programme Copernicus que nous réalisons pour l'observation de la Terre avec la Commission européenne. Ainsi, Sentinelle devient un système opérationnel pour l'observation de la Terre. Et en ayant deux satellites du même type, on peut réduire sérieusement le temps de revisite. Les données de Sentinelle sont déjà utilisées dans le monde entier car nous avons un accès gratuit et ouvert aux données de Copernicus. Et donc les données des Sentinelles intéressent non seulement les Européens mais aussi le monde entier et sont d'une grande utilité. Aussi j'espère que nous allons voir un lancement réussi et je vous souhaite une bonne soirée à Kourou. Voilà donc Yann Werner, le directeur général de l'Agence spatiale européenne. À 13 minutes du décollage, tout est vert. La campagne de lancement, parce que ça se prépare, on prend du temps quand même pour préparer tout cela, eh bien ça a duré 1 mois et je vous propose de revivre les grandes étapes avec Sébastien Davier, le chef des opérations ensemble de lancement pour Arianespace, le COEL. La campagne de lancement Soyouz VS-14 a débuté le 1er mars dernier avec le déstockage de l'étage supérieur Frégate dans le bâtiment MIC. Durant les 3 premières semaines de la campagne, Frégate a subi un ensemble de contrôles électriques et pneumatiques préliminaires. C'est le satellite Sentinelle 1B qui est arrivé le 1er en Guyane le 8 mars et transféré dans l'environnement propre et sécurisé des salles blanches du complexe S5C, où ont débuté les tests fonctionnels des préparations au lancement. 2 jours plus tard, c'est l'arrivée de Microscope. Et le 25 mars, les 3 CubeSats de FlyOSatellite arrivent et sont préparés au bâtiment S5A. Après son remplissage au F-Cube, l'étage a été transféré au bâtiment S3B à 12 km de l'ensemble de lancement Soyouz. Le 6 avril, c'est le jour de l'intégration de Microscope sur la plateforme adaptateur appelée ASAP-S, puis furent intégrés les 3 CubeSats de FlyOSatellite avec leur système de séparation PPOD. Et le 13 avril, ASAP-S avec Microscope et FlyOSatellite est assemblé sur l'étage supérieur Frégate. Le 15 avril, la coiffe est venue protéger tout cet ensemble et forme ce que l'on appelle le composite supérieur. Mardi 19 avril, de très bonne heure, le triétage du lanceur Soyouz est transféré du MIC en zone de lancement où il est érigé à la verticale. Et dans l'après-midi, c'est au tour du composite supérieur d'être transféré du bâtiment S3B en zone de lancement et intégré sur le triétage. C'est aussi le jour de la répétition générale des moyens de la base de lancement. Enfin, la revue d'aptitude au vol a donné le feu vert pour débuter les opérations finales de la chronologie de lancement. Voilà, tout est vert et c'est d'autant plus important que ce soit vert maintenant parce que l'on va rentrer dans ce qui est appelé la séquence synchronisée, c'est-à-dire que maintenant ce sont les ordinateurs qui vont gérer les opérations finales. C'est une séquence automatique pour l'étage Frégate. Voilà. Alors, 2 chiffres. 3, allez. C'est le 14e Soyouz du CSG, vous le savez. C'est la 1859e Soyouz ce soir. Et la 275e mission des lanceurs de la famille Arianespace. Oui, c'est quand même un beau palmarès. Alors,
on l'a vu, donc Soyouz, lanceur historique, un lanceur, en fait, Arianespace d'ailleurs d'une manière générale, ce sont des lancements pour tous les domaines. Et ce soir, c'est vraiment pleinement illustré avec la polyvalence de Soyouz et de ses services et solutions d'Arianespace. Il va y avoir Microscope, cette expérience originale du CNES, Fly Your Satellite, les CubeSats, au-dessous bien sûr du gros Sentinelle 1B. Et ça va nous être présenté, on va avoir des explications de Véronique Loisel, chef de projet charge utile à Arianespace. La configuration de lancement de la mission Soyouz 14 est multiple. Elle accueille aussi 2 passagers auxiliaires portant à 5 le nombre de satellites à bord. Parmi les charges utiles auxiliaires intégrées sur la structure ASAP-S, on trouve Fly Your Satellite. Ce sont 3 petits satellites. Pierrot, vous êtes le chef de l'unité de l'ESA qui coordonne les programmes pour les étudiants des universités. Pouvez-vous nous dire ce qui vous motive avec cette opportunité de lancement des 3 CubeSats qui font partie de Fly Your Satellite ? Juste après la mission des premiers CubeSats lancés sur le vol inaugural de Vega, l'ESA a débuté le nouveau programme d'éducation Fly Your Satellite avec un appel à candidature très compétitif pour les étudiants des universités fabricants des CubeSats. À la mi-2012, 6 CubeSats ont été sélectionnés. Finalement, les 3 CubeSats de ce lancement sont ceux qui ont le mieux répondu aux spécifications de Fly Your Satellite et qui étaient prêts pour la date de lancement. Cette opportunité de lancement a été possible grâce au projet Sentinelle 1B qui a accepté d'inclure les 3 CubeSats dans leur contrat avec Arianespace. Parmi les charges utiles auxiliaires intégrées sur la structure ASAP-S, sous coiffe, on trouve un satellite de 300 kg, Microscope. Il a été intégré en position centrale sous le passager principal, Sentinelle 1B. Microscope est un microsatellite dédié à une expérience de physique fondamentale. Valerio, le CNES a initié cet ambitieux projet, le projet Microscope, il y a déjà 16 ans. Peux-tu nous dire quelques mots sur Microscope ? Microscope est un microsatellite scientifique du CNES dédié à réaliser une expérience de physique fondamentale, la mesure du principe d'équivalence entre masse inerte et masse gravitationnelle. Le satellite a développé une maîtrise d'œuvre interne. Il a été conçu, intégré et validé au sein du Centre spatial de Toulouse. Le CNES est aussi responsable du système et des opérations. L'instrument a été livré par l'ONERA, tandis que l'ESA a contribué à la mission en nous fournissant les micropropulseurs et l'électronique de contrôle. Une des spécificités du satellite est le fait que la charge utile est strictement couplée à la plateforme qui fait partie prenante de la performance de la mission. En tant que responsable satellite, peux-tu nous évoquer ce que représente ce lancement pour le CNES ? C'est l'aboutissement d'un investissement humain considérable. Les 2 dernières années ont été particulièrement intenses pour être prêt avec les rendez-vous avec Sentinelle 1B. J'ai été nommé responsable satellite en 2009, au moment où il a été décidé de changer de système de propulsion. Je mesure parfaitement le chemin parcouru depuis et tous les efforts qui ont été nécessaires pour arriver à l'objectif de ce soir. Nous remercions le personnel d'Arianespace et du CSG pour leur accueil et pour leur support. Merci Valerio. 6 minutes et 45 secondes du décollage et on vient de nous confirmer que la météo était verte. Donc tout va bien. Alors si on compare le centre spatial guyanais avec un aéroport, on pourrait dire que ce qu'on voit ici à Jupiter, là on voit les clients, les responsables des différents passagers. Eh bien Jupiter c'est une sorte de tour de contrôle où il y a la synthèse de tout ce qui est nécessaire pour ce lancement et c'est aussi ce que l'on peut voir sur le panneau des verres qu'on verra régulièrement et qui nous donne bien sûr l'état des différents moyens, que ce soit la météo dont je viens de vous parler, mais aussi le lanceur, la base. Et alors là, on avait la tour de contrôle. Là, on va être ce qu'on peut rappeler le cockpit, puisque c'est ici qu'on met en œuvre tout ce qui concerne le lanceur. C'est le CDL. Il est situé à peu près à 1 km du pas de tir. Et là, vous avez donc les responsables russes qui sont chargés de ce lancement, ainsi que, bien sûr, des équipes opérationnelles d'Arianespace sous la direction du COEL qu'on a vu tout à l'heure, Sébastien Davier. Il y a aussi une partie importante qui se trouve dans ce lieu, c'est le CVI, le contrôle visuel immédiat, qui nous fournit la position du Soyouz en temps réel grâce à la lecture des données de télémesure qui sont envoyées par le lanceur aux stations de poursuite. Un moment important qui va s'annoncer maintenant,
c'est le Kluch na start. C'est clé au départ en russe. Une clé est vraiment tournée manuellement pour la séquence automatique. C'est un peu comme au temps de l'URSS et des pionniers de la conquête spatiale. Ce soir, Soyouz part en direction du nord pour un vol de 4 heures. C'est ce que va bien nous expliquer Nathalie Philippe d'Arianespace. Pour le lancement de ce soir, nous utilisons Galio, qui est en Guyane, 2 stations au Canada, Saint-Hubert et Saskatoon, une station en Inde, Lucknow, et enfin une station sur l'île Maurice en océan Indien. Ces stations nous permettent de suivre le lanceur pendant les phases principales du vol et, étant donné la durée de cette mission, chaque station sera utilisée 2 fois. Les données collectées par ces stations sont envoyées en temps réel au CDLS, le centre de contrôle Soyouz en Guyane, et aussi envoyées à Moscou au centre Fregat. Les paramètres les plus représentatifs du fonctionnement du lanceur sont suivis de près également par une équipe d'experts techniques chez Arianespace et chez les partenaires russes. Ces données concernent la propulsion du lanceur, sa trajectoire et le contrôle de vol. Les données sont comparées aux prévisions pendant toute la durée du vol. Une synthèse est effectuée en permanence du comportement du lanceur pour les cellules de vol à Jupiter et pour les équipes de lancement au CDLS. C'est ce que nous appelons le CVI, le contrôle visuel instantané. Ce suivi en temps réel est vraiment important parce que cela nous permet de vérifier que tout est nominal et de confirmer aux clients que les satellites ont été séparés tels que prévu. 3 minutes du décollage et une multitude d'opérations, vous imaginez, sont en cours. On va vous en citer quelques-unes. Par exemple, le Fregat, qui est juste en dessous de la coiffe, est passé sur son alimentation au bord. Bientôt, ce sera le tour des satellites, notamment au moment à moins de 2 minutes 35, là d'ici 10 secondes, quand les ombilicaux satellites seront séparés et largués. Ils vont être récupérés dans un panneau. Ce sont des connecteurs électriques. Alors c'est toujours impressionnant de voir ce lanceur mythique, pionnier de Sputnik Gagarin, mais il a été amélioré depuis. Largage des ombilicaux Shao. Voilà, alors Shao, c'est ce panier qui récupère les ombilicaux. Oui, ce lanceur, qu'il faut le rappeler, est aussi le seul moyen pour envoyer des astronautes. Bon, ce soir, ce sont des passagers, des petits satellites et des gros satellites. Un lanceur qui a été amélioré depuis 1957 avec, par exemple, un nouveau système de contrôle de vol. Une belle histoire, et toujours surprenant de voir sur fond vert la légendaire Soyouz plutôt que sur le jaune des steppes kazakhs. Je vous le rappelle, c'est la 1859e Soyouz, tout modèle confondu. Un petit bonjour à ceux qui nous regardent en Russie, à Samara, à Moscou, même à Baïkonour. En Europe, bien sûr, en particulier à l'Agence spatiale européenne avec les équipes de l'ESOC à Darmstadt en Allemagne. Ce sont eux qui prendront en charge Sentinelle 1B plus tard. Et puis à l'ESRIN, le centre d'observation de la Terre, à Thales Alenia. Attention pour moins 1 minute. Top. H0, moins 1 minute. Voilà, on nous écoute aussi bien sûr en Guyane, au CNES, à Arianespace. Et puis il ne faut pas oublier les internautes. Juste avant le décollage, rapide d'explication, il va y avoir à moins 35 secondes un mât qui va se retirer. Ensuite, à moins 20 secondes, un autre mât. Et puis, à moins 17 secondes, l'allumage des moteurs qui vont ensuite fonctionner par palier de poussée. Attention, on regarde. À tous de DO. Attention pour le début de la séquence d'allumage du lanceur. Top, H0 20 secondes. Largage du mât VKM. Allumage du triétage. À tous de DO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, top. Décollage, lift-off, VS14. C'est parti. Les paramètres à bord sont normaux. C'est parti pour cette 14e Soyouz depuis la Guyane, pour Sentinelle 1B, pour l'observation de la Terre et le programme Copernicus. Et puis les satellites étudiants, les Flyer Satellites et Microscope. Ce laboratoire scientifique du CNES. Là, on voit bien la pression dynamique avec cette espèce de corolle qui a entouré la coiffe. Le vol est nominal, les paramètres sont normaux. Voilà le refrain, bon refrain, joli refrain du DDO qui indique que tout va bien. Alors cette phase du vol va durer un peu moins de 2 minutes, ça va très très vite, hein, vous allez voir. Et on va se débarrasser de tout ce qui ne sert plus. Pas de poids inutile dans le spatial, il faut faire la place pour les charges utiles. La propulsion du premier et deuxième étage est nominale. Et en moins de 2 minutes, Soyouz va déjà perdre plus de la moitié de son poids. Voilà, la séparation des boosters. On a une superbe vue ce soir. Alors là, c'est ce qui s'est passé. Séparation des boosters du premier étage. Là, c'est une image, en fait, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que c'était une caméra embarquée lors du lancement de Sentinelle 1A, c'est-à-dire il y a 2 ans, sur une Soyouz ici à Kourou. Et donc, vous voyez, on a pu faire le montage, rajouter ça. Et donc ça, c'est du direct. La propulsion du deuxième étage est nominale. Voilà le DDO qui nous donne de bonnes nouvelles. Petite explication, bien sûr, alors qu'on voit maintenant les responsables locaux, Joël Donadel, le chef de l'établissement ESA à Kourou. Oui, petite explication qui vont être très utiles pour suivre bien ce vol, c'est qu'en bas, vous avez donc les altitudes. Alors qu'on voit le directeur du centre spatial guyanais, Bernard Chemoul. Vous avez donc 113 km d'altitude. La distance, on est déjà à 190 km. Et puis, bien sûr, la vitesse. Et ce sont des kilomètres par seconde. Et puis, en haut à droite, là, vous voyez la trajectoire, ce qui est en train de se passer, alors qu'on va approcher de la séparation de la coiffe. Alors ça, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on pense qu'il s'est passé. Largage de la coiffe. Voilà, on a donc confirmation par le directeur d'opération que la coiffe a été bien larguée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus besoin de cette coiffe. Maintenant, Sentinelle est dans le vide spatial et donc ne craint plus les frottements, les frictions avec l'atmosphère. Et dans cette série, on déshabille Soyouz, eh bien, on se débarrasse de ce qui ne sert plus. Donc Sentinelle 1B est dans le vide, ne craint plus rien. La propulsion du deuxième étage est normale. Voilà, le deuxième étage fonctionne tout à fait correctement. On va approcher de la séparation 2-3 avec une particularité, c'est qu'on allume le moteur du troisième étage 2 secondes avant la séparation du deuxième. On appelle cela la séparation chaude. Ça donne une impulsion supplémentaire. Voilà ce qui est prévu.
Et sur la droite aussi, vous avez la trajectoire qu'il faut suivre, puisque le point et la croix sont ensemble, c'est-à-dire que c'est ce qu'on attend, et puis ce qui se passe. Et quand c'est ensemble, c'est impeccable. Séparation du deuxième étage. Séparation de la butte. Interétage. 5, 4, 3, 2, 1, top. Et décollage. Kourou, 3 avril 2014. Soyouz lance Sentinel 1A. C'est le premier d'une série de satellites opérationnels d'observation de la Terre conçus par l'Agence spatiale européenne. Presque 2 ans plus tard, c'est au tour de Sentinel 1B, son jumeau. Sentinel 1B est le premier des deuxièmes satellites, si l'on peut dire. Nous avons déjà lancé les satellites A et cela va nous aider à doubler les données ou ne plus attendre que la moitié du temps. Pratiquement, nous allons pouvoir avoir une image de n'importe quel lieu sur la Terre en 6 jours avec Sentinel A et B ensemble. Sentinel 1A et 1B seront répartis à 180 degrés sur la même orbite polaire. Tous deux sont équipés d'un radar à synthèse d'ouverture qui, grâce à son capteur, peut fournir des images de la surface de la Terre par tous les temps, jour et nuit. La fréquence de couverture et la résolution de 5 mètres des satellites Sentinel offrent un volume inégalé de données, d'où le succès auprès de la communauté scientifique mondiale. Cela a été au-delà de nos attentes. En plus des 80 services opérationnels soutenus par la Commission européenne, nous avons maintenant des services nationaux qui arrivent. Nous avons 27 000 utilisateurs enregistrés eux-mêmes qui ont déjà téléchargé un demi-million d'images. Et on ne télécharge pas une image radar si on n'a pas vraiment besoin. Les images radar fournies par les Sentinel 1 vont permettre aux scientifiques de détecter de petits changements dans l'activité volcanique, d'indiquer les icebergs pour prévenir les bateaux de plus en plus nombreux à naviguer autour des pôles et bien sûr permettre une meilleure gestion des routes maritimes du globe. Ce ne sont là que quelques exemples des services fournis par Sentinel. Ce ne sont pas les premiers satellites surveillant notre planète, mais ce sont les premiers à le faire continuellement et de façon opérationnelle dans le cadre de Copernicus. Cela change tout. Nous voulons faire et nous faisons maintenant ce que nous avons fait il y a 35 ans avec les services météorologiques. Ces satellites signifient que nous allons assurer pour de nombreuses décennies des services opérationnels. Et d'autre part, cela incite les utilisateurs à investir dans les nouvelles applications gouvernementales ou privées. La mission Sentinel-1 est une partie importante du programme Copernicus pour lequel l'ESA et l'Union européenne vont déployer 6 familles de satellites d'observation de la Terre. Chacune de ces familles correspond à des besoins précis avec des données cruciales pour mieux comprendre notre planète. Des informations qui peuvent aider l'humanité à mieux préparer son avenir tout en respectant la Terre, notre maison commune. Voilà, vous l'avez compris, c'était la présentation de cette belle mission d'observation radar de la Terre, ce Sentinel 1B. Déjà plus de 8 minutes de vol et dans 15 minutes, eh bien, Sentinel 1B sera séparé sur une orbite à 686 km d'altitude. Là, elle est en train de monter à 1435, vous le voyez. Eh bien, tout va bien. Alors, on attend maintenant la séparation du 3e étage. Là, c'est ce qui est en train de se préparer. Extinction et séparation du 3e étage. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, maintenant, c'est l'étage frégate, l'étage supérieur, qui va fonctionner. Un étage réallumable. Mais près de moi, vient de rentrer dans ma cabine, c'est Pierre Potin. Il est responsable de la mission Sentinel 1 à l'Agence spatiale européenne. Alors, Pierre, merci de venir avec moi. Vous êtes responsable de la mission Sentinel 1. En quoi consiste ce travail? Alors, le travail consiste à opérer, exploiter pour le compte de la Commission européenne les satellites Sentinel 1
Donc Sentinel-1 déjà en orbite, Sentinel-1B juste lancé, en route pour son orbite nominale. Donc Sentinel-1B va permettre effectivement de mettre en place la constellation Sentinel-1. La mission a été conçue basée sur une constellation de 2 satellites. Alors un petit œil sur ce qui se passe, puisqu'il ne faut pas rater les opérations. Et on a les stations au sol Saint-Hubert, notamment au Canada, qui suivent ce lancement, la station aval, et puis les différentes poussées de l'étage frégate. Alors Pierre Potin, vous êtes, je l'ai dit, responsable de cette mission. En 2 mots, comment ça marche ? Allumage du moteur frégate. Bien, comme on a pu le voir sur les documents, en fait, les satellites ont une orbite polaire, ils tournent autour de la Terre qui elle-même donc tourne sur elle-même. Ça permet d'avoir un balayage systématique à grande échelle. C'est vraiment la caractéristique des missions Sentinelle, c'est d'avoir une couverture à grande échelle. Donc un balayage systématique de toute la Terre. Un satellite repasse sur le même point au bout de 12 jours. Avec les 2 satellites non orbites, on pourra revoir le même point au bout de 6 jours. En pratique, aux latitudes européennes, on peut avoir une couverture tous les 3 jours, voire journalière au niveau des pôles, par exemple. Et tout ça grâce à cet instrument, ce radar. Et c'est construit par Airbus. Il a été construit par Airbus Defence and Space. Et il y a en fait énormément d'industries en Europe qui travaillent pour cette mission. Et sous la maîtrise d'œuvre du consortium Thales, un consortium sous la maîtrise d'œuvre de Thales Alenia Space. Et on va sans doute maintenant écouter Donato Amoroso, qui est le PDG de Thales Alenia Space en Italie. On reviendra avec vous tout à l'heure, bien sûr, Pierre Potin, on a vu comment ça marche, on verra à quoi ça sert. This is a great day for all of us. The Sentinel-1B satellite program development is a success for both Europe and our company. It's another step forward for Europe's flagship program that will provide crucial climate data. More than 400 Thales Alenia Space engineers and specialized technicians in Rome, L'Aquila, Milan, Madrid, Charleroi, Toulouse and Cannes have given their best and their top quality work to this program. As you know, Thales Alenia Space is prime contractor for the Sentinel-1 satellite, and this launch is particularly significant for our company. All the more so because we have recently signed further satellite contracts with the European Space Agency in order to guarantee the continuation of the Sentinel-1 and Sentinel-3 missions. We are very proud to have been a partner in the Copernicus program right from the beginning, working on increasingly sophisticated observation missions with ESA, ASI, CNES, as well as other national space agencies and the European Commission, and represents the most complete solution to the technological challenges that such ambitious program require. Thales Alenia Space is ESA's main supplier in the Copernicus space segment. So let me express my warmest thanks that go first to all the European Space Agency, European Commission, Arianespace, and then to all the teams who have worked so hard in this mission. Voilà, 13 minutes et 20 secondes dans le vol, comme disent les Américains, into flight, et ici tout se passe bien. Alors, Pierre Potin, le radar est vraiment la clé de cette mission ce soir. Ça a une utilisation multiple. Oui, effectivement, l'avantage d'une mission radar, en particulier celle-ci à observation très, très ample, très large, c'est qu'il peut remplir un certain nombre d'applications dans des domaines très variés. Pour en citer certains, donc surveillance des zones polaires, surveillance des zones maritimes, sur les terres émergées, agriculture, surveillance des déforestations par exemple. Ensuite, la technique de l'interfométrie pour détecter des déformations du sol avec une précision remarquable. Et puis, il y a tous les aspects liés au support aux situations d'urgence lorsqu'on a des catastrophes naturelles, des désastres de type tremblement de terre ou bien inondation. Une mission radar comme Sentinel-1 est très utile. On a des capacités de revisite qui sont très bonnes. On a une couverture qui est exceptionnelle. Et donc, on peut vraiment apporter le support pour cette situation d'urgence, en particulier le service Copernicus d'urgence. Oui, et il y a déjà des services opérationnels qui se développent avec Sentinel
1A, qui est déjà là, on l'a dit. On va donc voir dans quelques instants un bon exemple au Danemark sur la surveillance des glaces. Bientôt, Sentinel-1B travaillera sur orbite en constellation avec Sentinel-1A. Les deux satellites vont récolter des données opérationnelles pour Copernicus, le programme de surveillance pour l'environnement et la sécurité de l'Union européenne. Ce programme offre aux utilisateurs du monde entier des données in situ et satellitaires avec des services dédiés. Ces informations changent la façon de travailler dans plusieurs organismes. Ici, à l'Institut météorologique danois à Copenhague, les activités ont ainsi déjà radicalement changé. Copernicus change notre travail de deux façons. D'abord, nous avons une plateforme pour combiner toutes les données que nous collectons, mais aussi nous pouvons maintenant fournir un meilleur service à nos utilisateurs, car nous avons la matière pour faire les prévisions qu'ils nous demandent. Prévisions sur les eaux danoises, les courants océaniques, la salinité et la température. L'Institut de météo danois produit des cartes sur l'emprise de la glace dans les zones nordiques. Il reçoit et traite les données environnementales et établit ces cartes des glaces pour tout l'Arctique. En jeu, la vie des gens travaillant et vivant en mer. Il est donc impératif que l'Institut détecte la position et l'épaisseur de la glace dans les voies navigables, et ces cartes reposent sur les données de Sentinel-1. Eh bien, nous recevons les données de Sentinel-1 de l'ESA et nous les utilisons pour établir les cartes des glaces du Groenland. En particulier en hiver, il fait très sombre au Groenland. Et ce qui est bien avec Sentinel-1, c'est que nous avons des images radar, donc ça n'a pas d'importance si c'est la nuit ou le jour. Ainsi, en période de mauvais temps, quand nous avons beaucoup de nuages sur le Groenland, on peut toujours voir à travers les nuages. Ainsi, nous pouvons voir où nous avons de la glace et où nous avons des eaux libres. Et alors, nous faisons ces cartes des glaces que nous envoyons aux bateaux voguant autour du Groenland et aussi entre le Danemark et le Groenland. Avant, pour ces prévisions, l'Institut de météo de Copenhague dépendait des données fournies par des avions, des hélicoptères et de temps en temps des satellites, mais les cartes n'étaient pas très précises. L'arrivée des données de Sentinel-1A a été une révolution. Ces images radars de haute résolution sont fournies quelles que soient les conditions météo. De plus, la collecte des données par Sentinel-1A est très rapide et va doubler avec l'arrivée de Sentinel-1B. Les images régulières des deux satellites vont donc permettre à l'Institut danois une meilleure mise à jour de ces cartes. Je pense qu'avoir accès aux images de Sentinel-1 veut dire que nous avons une approche bien plus souple dans notre travail. Nous pouvons faire nos cartes des glaces quand elles sont vraiment utiles, quand nous savons que des bateaux entrent dans les eaux du Groenland et qu'ils atteignent certaines zones. Alors, nous pouvons établir ces cartes car maintenant, nous avons des images des eaux du Groenland presque tous les jours. Ce traitement de cartographie des glaces est un bon exemple des capacités des Sentinel-1. Et ils fournissent de nombreux autres services, comme la topographie des forêts, la détection des déversements de pétrole, les mesures des activités volcaniques ou la surveillance en cas de catastrophe naturelle. Les satellites et les services de Sentinel-1 sont une parfaite illustration des objectifs du programme Copernicus, être un outil opérationnel de surveillance de l'environnement avec des applications pour des milliers d'utilisateurs dans le monde entier. Plus de 18 minutes de vol. Dans 5 minutes, la séparation du premier satellite de ce Sentinelle. Alors, Pierre, on a vu, les utilisateurs ont l'air vraiment très contents déjà de ce que vous fournissez avec Sentinelle 1A, avec le premier que va bientôt rejoindre Sentinelle 1B. Effectivement, cet institut de météo danois utilise depuis plus d'1 an et demi maintenant les données de Sentinelle 1A. La valeur ajoutée du Sentinel-1B va leur permettre d'avoir une couverture journalière sur des zones. C'est possible uniquement donc avec 2 satellites en orbite. Et c'est vraiment un service Copernicus opérationnel. Donc ces services sont gérés par la Commission européenne. Et en fait, c'est possible donc avec les 2 satellites d'avoir ces observations très importantes. Et d'une manière générale, c'est une aide précieuse à la surveillance maritime, Pierre. Tout à fait. Donc, en fait, il y a d'autres services liés à la surveillance maritime. Par exemple,
Nous travaillons avec l'Agence européenne de sécurité maritime qui eux-mêmes travaillent avec les gardes-côtes. Ils ont mis en place un service de surveillance des pollutions pétrolières en mer. Et donc les données Sentinel-1 sont envoyées en temps réel à l'EMSA pour qu'ils puissent ensuite détecter des pollutions, par exemple volontaires. C'est l'agence oui, effectivement, cette agence pour ces bateaux qui peuvent vidanger de façon intentionnelle en mer. On jette un œil sur ce qui se passe au niveau du vol. On attend l'extinction programmée du moteur frégate. Une commande par l'ordinateur de bord. Et on va rentrer ensuite en phase balistique. On va voir cette confirmation. Alors, on revient à ces applications. Pierre, on a vu un exemple qui finalement concerne pas trop la Guyane, parce que je pense qu'il y a peu de risques de tomber sur des morceaux de glace sur le Maroni ou sur le Oyapock, mais vous avez aussi des services qui peuvent être utiles pour l'Amazonie ou pour l'Amérique latine. Bon, effectivement, en Amazonie, il y a les problèmes liés à la déforestation. Donc, Sentinel-1 permet d'avoir des couvertures régulières de toute l'Amérique du Sud, l'Amazonie en particulier, pour voir les activités de déforestation. Évidemment, le radar voit à travers les nuages, c'est important pour les zones tropicales. Sinon, on a vu récemment la possibilité de détecter des algues sargasses envahissantes au large de la Guyane. On ne s'attendait pas à ce que Sentinel-1 puisse détecter ce genre de phénomène. En fait, la qualité d'image et la radiométrie, la qualité du signal est telle que ça a été effectivement possible. Donc, on découvre des applications nouvelles avec cette mission. Des manœuvres d'orientation au profit de Sentinel-1B. Alors voilà, là on est en train d'orienter le frégate pour bien placer sur orbite. Acquisition de la télémesure lanceur par la station de Saskatoon au Canada. Voilà, donc tout ça c'est tout à fait normal, ça se passe vraiment de façon impeccable. Oui, on l'a dit, hein, donc un service on a vu quelque chose auquel on ne s'attendait pas, et ça démontre tout l'intérêt finalement de cette observation de la Terre. Ou alors sinon, je peux parler d'autres services qui sont liés aux applications d'interférométrie. C'est aussi une mission interférométrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est possible, avec des images prises dans la même géométrie, donc avec un cycle de répétition de 12 jours, enfin 12 jours plus tard, ou un multiple de 12 jours, 6 jours avec les deux satellites, il est possible de détecter des déformations du sol de façon très précise, de quelques centimètres, quelques millimètres. C'est vraiment très très performant. Et ça donne lieu à un certain nombre d'applications liées par exemple à la compréhension des déformations dues à un certain tremblement de terre, ou bien à la surveillance de glissements de terrain possibles, ou encore de ce qu'on appelle la subsidence, qui sont des affaissements en zone urbaine, par exemple, aussi dû à l'extraction de gaz. Donc, et on sait que certains nombres de services sont en train de se développer avec les données Sentinel-1A. Ils vont être boostés par les données de Sentinel-1B, et c'est vraiment des applications qui vont permettre d'avoir c'est du concret. Hein, c'est vraiment du concret. On va attendre un moment important, bien sûr, puisque Sentinel-1 vous a fait référence, et on a déjà beaucoup de services grâce à ça. Et bientôt, d'ici maintenant une vingtaine de secondes, eh bien, son jumeau, Sentinel-1B, devrait être séparé, se retrouver tout seul dans l'espace. Mais c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on attend. Voilà, ça c'est ce que la prévision, un schedule, c'est ce qui est programmé. Et on attend confirmation, bien sûr. Les informations, elles passent par Moscou, d'abord. Et il y a aussi l'ESOC, qui est en parallèle, reçoit aussi des informations du satellite. Et donc on a des moyens qui nous permettent d'avoir certitude que tout se passe bien là-haut. Cette livraison
à 707 km d'altitude. Et là, on voit bien sûr les clients. Ramon Torres à droite, Zain Locas, ensuite Francesca Spataro, Grégory séparation Ladurée. du satellite Sentinelle 1B vu par le bord. Voilà. Voilà. Pierre, là je crois que vous êtes soulagé. Sentinelle 1B est seul dans l'espace, mais il va être pris en main. Il n'est pas complètement seul d'ailleurs. Il va être pris en main. Il va être pris en main par la salle de contrôle que l'on voit ici. C'est l'ESOC, le centre de contrôle des opérations à Darmstadt, en Allemagne. Quel est le rôle de l'ESOC, Pierre? Donc là, ils sont en charge du contrôle du satellite. Donc une fois que le satellite est séparé du lanceur, il devrait être en mesure d'acquérir le premier signal qui devrait apparaître dans quelques instants. Donc lorsque le satellite se sépare de son lanceur, les systèmes de télécommunication se mettent en marche et donc on a la possibilité, en visibilité de la station de Svalbard, donc qui se situe au nord de l'Europe, près du pôle Nord, de recueillir le premier signal. Ah là, je vois Pier Paolo Emanueli, qui est le directeur de vol à l'ESOC, qui se lève, et je pense qu'il va nous donner une bonne nouvelle. On devrait peut-être voir aussi l'écran. On attend les données. Voilà, ça a l'air d'être positif. Voilà, donc Pier Paolo Emanueli, je ne sais pas si on l'entend ici, parce qu'en fait, il s'adresse à toute la chaîne qui travaille sur le satellite. Voilà, donc c'est l'acquisition, c'est-à-dire que là c'est un petit peu le satellite qu'appelle la maison, hein, c'est ça, et qui dit je suis là, et c'est important parce qu'il faut savoir où il est, parce qu'ensuite il y a énormément d'opérations qui doivent se dérouler et qui sont sous la responsabilité de l'ESOC, Pierre. Effectivement, le rôle de l'ESOC est de prendre le contrôle du satellite. Il va y avoir un certain nombre d'opérations qui vont se poursuivre durant les heures qui viennent, avec des moments très importants pour la mission. Il a l'air d'avoir le sourire. Alors, écoutez, donc, vous savez, les OC est aux commandes, elles ont une belle maîtrise de toutes les manœuvres. C'est les OC qui a piloté la superbe mission Rosetta, on se souvient, sur cette comète à des milliers de kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres. Le lanceur a débuté une phase balistique. Voilà. Alors ça veut dire la prochaine acquisition télémesure est prévue dans 1 heure 20 minutes. Ça veut dire que Fregat est en train de se repositionner pour la suite des événements et donc pour les passagers suivants, les satellites suivants. Oui, je vous disais donc à l'ESOC, pas de souci. On a donc maintenant... voilà, on revoit ce qui s'est passé il y a maintenant 28 minutes. Hein, c'était ce superbe décollage de Centre spatial guyanais, de Sinnamary exactement. Parce qu'on est plus près de Sinnamary que de Kourou. Et on va certainement, voilà, un autre angle de ce magnifique décollage de la 14e Soyouz, la 2859e. Là, donc les responsables du satellite, Ramon Torres et Svein Locas, les chefs de projet, voilà. Mais bien sûr, on aimerait l'entendre. Donc Pierre, on est en train de parler du travail qu'il y a à faire parce que maintenant,
que Sentinel-1B est séparé Première dans les... acquisition du satellite Sentinel-1B confirmée par les clients satellites. Voilà, alors ça c'est... Bon, c'est vraiment une excellente nouvelle, c'est un grand succès, et donc en fait le travail ne fait que commencer pour nos amis à l'ESOC. Durant les 10 prochaines heures, on peut dire qu'il va y avoir des opérations critiques, en particulier le déploiement de l'antenne radar, le déploiement des panneaux solaires. Donc cela va commencer dans 3 heures environ. Donc la mission, le satellite est sous contrôle, mais il faut ensuite le mettre en configuration de vol. Donc déploiement partiel de l'antenne radar dans 3 heures. Ensuite déploiement partiel dans environ 5 heures du premier panneau solaire pour que le satellite puisse obtenir la puissance nécessaire. Et dans environ 10 heures, il y aura la possibilité d'avoir l'ensemble des déploiements terminés. Donc panneaux solaires, antenne radar, et le satellite pourra commencer à être testé. Donc le test de tous les sous-systèmes, et ensuite on aura cette phase de recette en vol qui va durer. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer, on est en train de le récupérer, on est en train de le réveiller puisqu'il était un petit peu en sommeil sous la coiffe de la Soyouz. Et puis on va commencer à allumer tous les instruments, tous les équipements pour qu'il puisse mener à bien sa mission. Et ça c'est dans les semaines qui viennent. Puis il y a un autre problème, c'est qu'il faut qu'il soit synchronisé avec Sentinel-1A, c'est cela? Effectivement. Donc aujourd'hui, on a lancé. Donc aujourd'hui, il va falloir avoir un certain nombre de jours pour pouvoir le synchroniser correctement avec Sentinel-1A. Voilà. Alors on va écouter la première déclaration du président directeur général d'Arianespace. Bien, mesdames et messieurs, monsieur le préfet, ladies and gentlemen, distinguished guests. Arianespace is delighted to confirm that Sentinel-1B has been safely separated on its targeted sun-synchronous orbit. We have thus achieved successfully the first step of tonight's long and complex mission, entirely dedicated to European space-based application. Indeed, while Microscope and the 3 Flyer satellite CubeSats are continuing their journey into space, Sentinel-1B is already starting its preparation to soon provide European citizens with all-weather day and night radar imagery to be used especially for land and sea mapping. Sentinel-1B is the 3rd satellite launched by Arianespace to deploy Copernicus space segment. Through Copernicus, Europe is developing its own global monitoring system to better address our environment and security issues, an objective which is fully in line with our ambition to put space at the service of a better life on Earth. So, let me express my deep gratitude to the European Commission, to Commissioner Bieńkowska, and to DG GROW for entrusting Arianespace with the launch of Sentinel-1B. This launch is the first of 3 dedicated this year to Copernicus and to Galileo. We are very excited by this perspective, and we will deliver. I want for sure to extend my gratitude to the European Space Agency in charge of Copernicus space component, and as such, our direct customer for this launch. Many thanks to ESA DG, Jan Werner, and to Volker Liebig, Head of Earth Observation Programs at ESA, for their continuous trust. Last but not least, I would like to congratulate Thales Alenia Space in charge of Sentinel-1B design and manufacturing. This was the 144th TAS satellite launched by Arianespace, and we have a lot to deliver together. Before going back to mission control and monitoring the next steps of tonight's flight, please let me now yield the floor to Sentinel-1B, customers and partners. Thank you very much. Ladies and gentlemen, on behalf of the Director of Earth Observation Program at ESA, Professor Volker Liebig, let us express our pleasure to confirm the separation of Sentinel-1B, concluding the successful launch. In the coming hours, we will have a lot of important activities to perform, so for us, the night is not yet over. We have to deploy our solar array and open the radar antenna. But at this point in time, we can already confirm a successful launch, and this is a big moment for us.
At this point, I would like to thank all of the teams involved in this complex endeavor, especially the ESA operation team in Darmstadt that are starting a very long and delicate night, to the launch team, and to Arianespace and their Russian colleagues. Merci, spasiba. Good evening, ladies and gentlemen, Monsieur Préfet, distinguished guests. What an emotional moment Sentinel-1B is in orbit. Well, first of all, let me convey the congratulations and the thanks of our DG, Laurie Evans, to all the teams, that is to say from ESA, from Arianespace and CNES, the many teams behind me, whether they also still in it, working through the night tonight to look after our Sentinel. A great thank you to all, and I should also convey her thanks to the colleagues of the European Commission who are not here and who have worked so hard to achieve this goal. Again, European space industry has shown us how it is excellent in providing us with an outstanding satellite and mastering the challenges of space. This is another great success for Copernicus and all its many partners that are participating in providing both the space component and the services. This will further raise Europe's capacity to address global challenges as well as the societal challenges that are involved. Let me make no bones about it. Copernicus is ambitious. And with the launch of Sentinel-1B, we have raised the threshold and stepped up the pace of delivering data from space. This launch has doubled Europe's access to radar images for day and night at all weather conditions and has reduced the revisit times to a timescale of 1 to 3 days. In the equatorial regions will be up to 6 days, but nevertheless, this is a huge advantage for our services. 4 satellites are now in orbit. 6 Copernicus services are operational and are computing bits and bytes from the satellites, deriving higher information available to the public at large in a free and open data policy. This means that it is available to businesses to make further products, that it is available to citizens interested in forecasts of the atmosphere, interested in the state of the environment around them. Our Copernicus land services are already providing global data on the state of vegetation. But this satellite and the amount of information available will further raise the capacity to monitor the forest canopies, particularly in areas under cloud cover, which, as we see in the tropical regions, is a lot of the time. The Marine Environment Service is providing 7-day global forecasts of the state of the oceans. And of course, such an exercise of forecasting is hugely enhanced by the appearance of yet another satellite providing information on the sea ice extent, the ice drifts, the ocean currents, and thereby it is able to help shipping determine the best routes to take. Staying with the oceans for one moment, the Maritime Surveillance Service is relying critically on radar satellites for its real-time information of what is happening. It can therefore better monitor the traffic and the associated pollution events on the seas. We already heard about the Emergency Management Service. Well, on the one side, it will profit from the timely radar data that will tell it about land movements, about flood events, and therefore it will be in a better position to assess also the risks and therefore anticipate events. On top of this, in the case of a disaster, its response time
will be hugely reduced by having access to additional data, as I say, above Europe between 1-3 days, across the world within 6 days. The impact in the long term of the satellite is, of course, also huge, because climate change is something that is being addressed globally by many parties and also by the Copernicus services, which rely on such information as how our ice cover in the Arctic is developing and changing. All this has, after all, now been made with priority from EU budget, that is to say, with taxpayers' money. Copernicus funding is secure for the next few years, in the current funding period up to 2020. However, satellites are being manufactured at this moment to provide our needs up to 2030, and a further 5 satellites are to be launched until the end of the current funding period. On top of this, we should also remember Galileo is advancing and will be providing initial services this year. In this situation, it is now time to look ahead and to prepare the future beyond 2020. And the future space policy is one of the priorities of the Juncker Commission. And our Commissioner Bieńkowska has just launched a public consultation to set the direction for the next 10 to 15 years. Based on this, a strategy document will be prepared for later this year to ensure that our space activities and space will provide services and that these serve European citizens. Now, before closing my short intervention, I should also like to wish the other teams the success that I've just experienced, because they will still have to wait for hours for that triumphant moment when their experiments will separate. And I think this is a wonderful opportunity that we can have both educational satellites, a scientific mission, and an operational satellite on one launcher. And I should like to thank both Arianespace and all the other industrial partners, first of all, of course, Thales Alenia, for cooperating in this wonderful fashion. Thank you very much. Claudio Bruno, le constructeur, le maître. Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, dear friends, good evening to everybody. Well, that was a great launch, but from Thales Alenia Space, let me express the congratulations to everyone of the European Commission and the European Space Agency. And congratulations in particular to Arianespace and CNES. We know that we can rely on them for such a kind of well-done job. Sentinel-1B is now starting its life and joining its twin satellite, Sentinel-1A, that was launched about 2 years ago. I have also a thought for Sentinel-3A that was launched a few months ago, going to include inside the constellations of satellite of Sentinel family. I'm sure you can understand that the Sentinels are close to our hearts. And this is a big day for us. In this moment, I would like also to thank our colleagues of Airbus Defence and Space that contributed a lot for the radar instruments on board of Sentinel-1. The successful development of Sentinel-1 is thanks to the contribution of about 700 people and from about 60 different companies in Europe. Thales Alenia Space led the consortium as prime contractor, and we had about 400 people working on this project from our industrial sites of Rome, L'Aquila, Milan, Madrid, Charleroi, Toulouse, and Cannes. But Thales Alenia Space is also on board of Soyuz. Teams in Belgium are providing, in fact, the safeguard system of Soyuz. So it's been a big job. The teamwork with the European Commission
and European Space Agency has been great. And we are really proud to work on the next segment of Sentinels, C and D, for which Thales Alenia Space is prime contractor for Sentinel-1 and Sentinel-3. We have been making Earth observation instruments and satellites for many years, and in that time, we have become world experts in the field. But today's launch is not finished. I would like to offer my best wishes to our fellows passengers who are still on board CNES for their microscope satellite, and all the students who have built the 3 CubeSats as part of ESA Fly Your Satellite project. You guys are the future of our industry, and maybe you will come and work for Thales Alenia Space one day. Why not? So thanks to all the teams involved in Sentinel-1B, and congratulations again to ESA, the European Commission, for their continued trust and confidence. Our teams are now going to start a very busy night, and so thanks to all, and thanks to you for your attention. So indeed, we will have a long evening. So we will be back in little less than 2 hours to attend the next major milestone of tonight's mission, which is the separation of the 3 CubeSats designed and manufactured by 3 European universities in the frame of ESA Academy's Fly Your Satellite programme. So thanks for your attention. La soirée a bien commencé et on attend maintenant qu'elle continue aussi bien pour nos amis étudiants et naturellement pour le CNES avec microscope. Merci beaucoup. Voilà, mais tout se passe bien. On a un petit mot là de nos amis de l'ESOC, c'est que Sentinel-1B répond parfaitement. C'est bon signe, ça. Tout va bien. Oui, effectivement, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, je vais suivre avec attention ce qui va se passer pour la suite de la mission Soyuz concernant microscope et les Fly Your Satellites. Et pour Sentinel-1B, alors vous, votre travail va commencer bientôt. La mission Sentinel-1B va commencer et va compléter Sentinel-1A. Et tout à fait. Maintenant, il va y avoir un certain nombre de tests effectués sur le satellite, des calibrations de l'instrument. Et ensuite, dans quelques mois, je vais prendre la responsabilité de la mission, incluant donc Sentinel-1B. C'est beaucoup de travail, effectivement, devant. Mais en tout cas, c'est une mission. Double mission et double performance. Exactement, comme on l'a dit, donc meilleure couverture, meilleur temps de revisite. Donc c'est une très très belle mission qui s'annonce et on aura certainement, au-delà des services Copernicus, on aura certainement de belles surprises avec cette mission. Merci Pierre Potin. Alors on va faire une pause dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous dans près de un peu moins de 2 heures à 20h43 heure de Guyane, 23h43 GMT, 1h43 heure de Paris, pour la suite des aventures de Soyuz qu'on revoit décoller. Et ce sera donc bien sûr pour le satellite du CNES, satellite scientifique microscope, les 3 CubeSats de Fly Your Satellite pour nos étudiants danois, italiens et belges. Fin de cette première partie. Merci pour votre écoute et à tout à l'heure. Revenez, hein.
Bonsoir, bonjour, bienvenue de retour à la salle Jupiter, au centre spatial guyanais, au port spatial de l'Europe, pour vivre en compagnie donc de Dominique Detain, c'est moi. Eh bien, la suite, la deuxième partie de ce 14e vol de Soyouz depuis la Guyane, le 1859e vol d'une Soyouz depuis 1957, depuis Gagarine, et même avant Spoutnik, bien sûr, entre-temps, ça a évolué. Et en fait, ça a évolué à tel point que maintenant, il y a un étage supérieur qui permet d'embarquer énormément de passagers et d'avoir une mission très flexible. Donc, ce qu'on attend maintenant, eh bien, c'est la séparation de 3 CubeSats, de tout petits satellites d'1 kilo. Mais avant, on va revenir en arrière et revoir ce qui s'est passé. Eh bien, c'était à 18h02 précise, heure de Guyane. Voilà. Et donc un magnifique décollage pour cette Soyouz dans un ciel finalement débarrassé des nuages et des cellules orageuses qui nous ont causé quelques petits soucis pendant les 3 derniers jours. Mais c'est très bien passé. Donc là, on est en train de vous revoyer toutes les phases de ce lancement de Soyouz, avec Soyouz qui, au fur et à mesure qu'elle avance, se débarrasse de tout ce dont elle n'a plus besoin, la coiffe, puisqu'on n'a plus besoin de protéger le satellite, Sentinelle 1B, et ensuite c'est un lancement qui allait vers le nord, et donc au-dessus du Canada. Là on approche de la séparation donc du deuxième étage, et maintenant c'est ce fameux étage frégate, un étage très intéressant car réallumable et qui permet de positionner où on le souhaite de façon très précise les passagers. Là c'est Sentinelle 1B, alors de Sentinelle 1B on a d'excellentes nouvelles, mais là maintenant on passe, c'est bien voilà. Alors ça c'est Paxi, le petit bonhomme rouge et vert. Paxi, eh bien c'est la mascotte de l'éducation, enfin de ce qu'on appelle l'ESA Academy, l'académie de l'ESA. Et ce sont des personnes qui s'occupent d'initier la jeunesse, et depuis l'âge de 5 ans jusqu'en université, puisque les gens qui ont fabriqué les satellites de ce soir, qui ont travaillé sur les satellites, sont des universitaires. Et donc ce petit Paxi, il est aussi devenu célèbre parce qu'on l'avait fait poser sur la comète Churyumov-Gerasimenko à l'époque de l'épopée Rosetta. Mais tout de suite, eh bien, on va voir ce que c'est que ces CubeSats et de ces jeunes qui ont travaillé sur ces 3 CubeSats. Voici les petits compagnons de voyage de Sentinelle 1B. Les CubeSats, de petits mais puissants satellites, ont été conçus par des étudiants sous le contrôle de leurs professeurs d'université et par le département d'éducation de l'ESA. C'est vraiment formidable. Il a fallu beaucoup de temps et de travail, mais nous avons finalement vu comment réaliser une mission spatiale. Notre université avait déjà lancé 4 CubeSats, mais celui-ci a été testé comme n'importe quel autre gros satellite et nous avons beaucoup appris de cette expérience. C'est un excellent projet pour les étudiants car il nous permet d'expérimenter et pas seulement d'appliquer la théorie apprise en cours. Oufti 1 de Liège en Belgique va tester un protocole de communication radio amateur avec un répéteur spécial. L'Istar 2 italien de Turin essaiera un nouveau système de détermination d'attitude de satellite avec le champ magnétique terrestre comme référence. Et avec AAUSAT-4 d'Aalborg au Danemark, ce sera un moyen de tracer et d'identifier les navires en mer pour la sécurité des nouvelles routes de navigation. Le trio a été approuvé en janvier et en mars, à l'Estec, aux Pays-Bas, il a été placé dans son déployeur orbital. Le 5 avril, à Kourou, les satellites ont été installés dans la niche mise à disposition des CubeSats pour leur mise en orbite. Lors du programme Fly Your Satellite, les étudiants ont été guidés pour adopter les mêmes standards et méthodes d'ingénierie que ceux des missions spatiales européennes. Cela a permis que leurs satellites respectent les mêmes standards de sécurité que les satellites principaux sur le même vol.
as the main co-passengers of this same flight. Fly Your Satellite est le programme phare de l'ESA pour les étudiants. L'Académie de l'ESA, en étroite collaboration avec les universités européennes, les aide à affronter les défis de leur future carrière dans le spatial. L'un des buts de l'ESA est d'inspirer les jeunes et de les former aux sciences et technologies depuis la maternelle jusqu'au niveau universitaire. Les équipes d'étudiants impliquées dans cette campagne de lancement ont conscience de prendre part à un réel grand lancement de l'ESA et pas seulement à un projet étudiant. Dans quelques semaines, les étudiants verront enfin leur petit satellite en action dans l'espace. Et oui, et c'est dans 1 minute qu'il devrait être livré, la prochaine livraison d'Ariane Espace. Donc pour ces petits satellites, en fait, ils font 1 kg chacun, 10 cm sur 10. C'est vraiment très impressionnant. À noter d'ailleurs qu'ils sont venus en bagages accompagnés dans l'avion. Ils ont fait le Paris-Cayenne. Avec d'ailleurs c'est Piero Galeone qu'on voit là qui les avait avec lui. Et alors là, je vous disais, hein, le Paxi, la mascotte, pour ceux que ça intéresse, il faut aller sur le site de l'éducation de l'ESA et vous verrez des petites animations. Ça répond à plein de questions qu'on peut se poser sur le spatial. Dans 10 secondes maintenant, le moment attendu de la séparation. Vous allez voir, c'est un système qui s'appelle le polypicosatellite. De séparation de satellite Fly Your Satellite. En attente de confirmation lors de la prochaine visibilité station. Voilà, donc ce qui veut dire que ça y est, ils sont dans l'espace. En tout cas, c'est ce qui a dû se passer, mais on aura la confirmation d'ici 1 heure, enfin dans notre prochain rendez-vous, puisqu'après on s'occupera de l'autre passager. Parce que, alors maintenant, on avait vu qu'il y avait Sentinel 1B. Un Sentinel 1B était posé sur une espèce de demi-coque qui est parti avant, qui est parti tout à l'heure. Là, on s'est libéré des comment ça s'appelle, on a livré avec le pipode, c'est-à-dire un petit ressort qui a poussé les 3 satellites. Et maintenant, voilà, cette coque qui s'en va. Et c'est pour préparer à la livraison de microscopes. Alors, microscope, c'est microsatellite. Instinct planifié de séparation du cône ASAP. Voilà. Je vous dirai ce que veut dire microscope tout à l'heure. Oui, ASAP. ASAP, ça veut dire Auxiliary Payload Adaptator, structure Soyuz. En fait, à la base, c'était Ariane. Une structure Ariane d'adaptation pour les charges utiles, et ça a été adapté pour Soyuz. C'est tout ce qui est fait, la grande flexibilité des services et solutions d'Ariane Espace, c'est qu'on peut envoyer du plus petit au plus grand satellite. Et donc bien sûr pour les étudiants c'est vraiment un rêve qui se réalise. Ils ont suivi tout cela, ils ont travaillé comme des ingénieurs. À noter d'ailleurs que la première fois qu'on a vu des microsatellites ici à Kourou, c'était des CubeSats, c'était à bord du vol inaugural de Soyuz. Il y en avait 9 en tout. Et en fait, c'est un moyen très intéressant pour pouvoir tester de nouvelles technologies, pour inspirer, pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire dans le domaine spatial. Et c'est toute l'ambition de l'Académie de l'ESA, du groupe qui travaille sur ces dossiers. Là, on revoit bien le décollage sous un autre angle. Vraiment un superbe décollage ce soir, on avait vraiment tout avec nous. Ça valait le coup d'attendre, hein. On a eu plusieurs tentatives, mais vraiment magnifique. Mais écoutez, on va bientôt faire une pause, puisque maintenant on est en attente de la livraison du micro. Alors maintenant je vous le dis, microsatellite à traîner compensé pour l'observation du principe d'équivalence. Tout ça, je vous en parlerai plus en détail quand on se retrouvera dans quelques instants, d'ici 1 heure à peu près. Donc revenez, on a encore des choses à vous raconter et de belles choses à voir avec Microscope, ce satellite scientifique du CNES. Mais Ariane Espace continue à livrer avec précision ses passagers. À tout à l'heure.
Rebonjour, rebonsoir, rebienvenue au port spatial de l'Europe, à Kourou, bien sûr. Jusqu'ici, tout va bien pour ce 14e vol de Soyouz, puisque Sentinelle-1B est bien où il devait être et on est en train de le préparer pour ses missions futures. Les 3 CubeSat Fly Your Satellite, eh bien, on vient d'avoir confirmation qu'ils ont été séparés tout à fait correctement. Et puis maintenant, eh bien, on attend le laboratoire scientifique spatial Microscope pour le CNES, une expérience très originale qui doit essayer de voir s'il y a des brèches dans la loi de la relativité d'Einstein. Et donc, on est tout près de la séparation. Mais avant, on va voir un sujet fait par le CNES qui va nous expliquer eh bien, en quoi consiste le travail de ce microscope. Microscope est un petit satellite, véritable laboratoire de l'espace. Il n'est pas tourné vers l'extérieur. C'est un cocon construit pour réaliser des expériences, en chute libre, dans l'espace, loin des interférences et des perturbations de la Terre, mais assez près pour en ressentir la gravité. Microscope permettra de poursuivre des expériences menées déjà il y a 5 siècles par Galilée sur le principe d'équivalence. Ce principe postule que tous les objets, quelle que soit leur composition interne, tombent de la même façon, à la même vitesse, sujet d'une force que l'on appelle la gravité. Microscope chutera aussi autour de la Terre, mais ces chutes seront des chutes de 5 millions de kilomètres, permettant, grâce à l'instrument Tessage, développé par l'ONERA, de mesurer le principe d'équivalence avec une précision 100 fois plus élevée que sur notre planète. C'est en se basant sur ce principe d'équivalence qu'Einstein développa sa théorie sur la relativité générale. Si une divergence était trouvée, cela révolutionnerait notre vision de l'univers. Une fois sur son orbite, il faudra 2 mois aux équipes du CNES en coordination avec les scientifiques pour rendre opérationnel le satellite Microscope. Les scientifiques définissent des sessions de mesure à réaliser pour les jours à venir. On traduit ça en plan de programmation qu'on envoie au satellite, capable de les exécuter de façon autonome les jours suivants. Ces sessions de mesure permettent d'observer le principe d'équivalence dans différentes conditions, où le satellite reste pointé inertiel dans sa trajectoire autour de la Terre, et il voit la Terre de façon tournante, ou alors on le met en mode spiné, il tourne sur lui-même en même temps qu'il avance autour de la Terre. Ça permet d'extraire un signal de potentielle violation du principe d'équivalence à différentes fréquences, donc de corréler les résultats et d'être plus précis sur les affirmations que les scientifiques feront à terme. Le satellite interagit en permanence par le biais de ses micromoteurs pour garantir la perfection des mesures. Le satellite doit compenser toutes les forces non gravitationnelles. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la micropropulsion avec des poussées extrêmement faibles qui vont compenser, par exemple, le frottement de l'air rare qui reste à 700 km. Toutes ces forces-là, parasites, doivent être enlevées. Donc on utilise directement l'instrument avec un système très performant de contrôle d'accélération qui va permettre de réaliser un laboratoire de physique quasi parfait. Oui, et Microscope, eh bien, ce travail très méticuleux, cette recherche fondamentale, il devrait pouvoir l'accomplir dans quelques instants, puisque maintenant nous attendons la séparation de ce bijou scientifique. Là, on voit les responsables de ce satellite. Là, on voit notre ami Andrei Yegoshkin d'Arianespace. Et nous avons donc encore du public qui est ici et très attentif. Alors, ce qu'on va voir, c'est la simulation de ce qu'il doit se passer là-haut. On n'aura pas une confirmation directe, il faudra attendre un petit peu. Mais là, vous allez voir ce qu'on attend. Jusqu'à présent,
tout s'est fort bien déroulé dans cette livraison à tous les niveaux. Voilà, donc l'allumage du frégate, cet étage vraiment fantastique qui permet de positionner toutes sortes de passagers un petit peu où l'on veut, et ça monte et ça descend. Donc voilà, schedule, c'est-à-dire c'est ce qui est programmé pour le 4e frégate. Petit boost là qu'on vient de donner. 4e allumage, puis extinction du frégate. Voilà, donc tout ça est normal. On est en train de réorienter. C'est ça qui est extraordinaire avec ce frégate, c'est qu'on en fait un petit peu ce qu'on veut, on le positionne. Et ce qui permet donc d'envoyer de multiples passagers pour des missions différentes. Tout à l'heure, on avait des étudiants dont certains seront peut-être ici dans quelques années, continueront, on l'espère, à travailler dans ce domaine tout à fait fascinant qu'est le spatial. C'est toujours un moment tendu, bien sûr. Donc on est en train de réorienter avec frégate. C'est bientôt maintenant d'ici un petit peu moins d'une minute. Début des manœuvres d'orientation au profit de Microscope. Frégate, à la base, est un étage qui est destiné à des missions interplanétaires. Parce que c'est un véritable jeu de billard. Et donc on allume, on oriente, on rallume. Et donc là maintenant, c'est ce passager de 300 kg quand même. Car un espace s'apprête à livrer pour le CNES. Les systèmes bord fonctionnent nominalement. Le DDO nous donne des informations tout à fait positives. Donc voilà ce qui doit se passer en ce moment là-haut. La séparation. Et bien sûr, il faut attendre. Séparation Microscope vue par le CVI Ariane Espace. Voilà, ça veut dire que je crois qu'ils peuvent être contents, on peut être rassuré. Dans le CVI, contrôle visuel immédiat si vous avez raté le début. Oui, Véronique Loisel mérite une bise. Et voilà. Bah écoutez, Sentinelle 1B, plus de 2 tonnes sur la bonne orbite et qui va bientôt nous offrir de belles images radar de la planète pour les services Copernicus de l'Union européenne, ce satellite puisque l'Agence spatiale européenne fournit les sentinelles qui sont ensuite exploités par l'Union européenne. Les Flyour Satellites, ces petits cubes de SAT d'1 kilo, eh bien, sont aussi ont été séparés. On a eu confirmation de cela. Et maintenant, eh bien, on sait que Microscope aussi est séparé. Et donc, je pense qu'on peut dire que ce soir, eh bien, c'est une superbe... Séparation Microscope confirmée par la partie russe. Voilà, alors, quand on a 2 confirmations, c'est en spatial, on a besoin toujours... partout d'ailleurs.
Et la redondance est un principe très important. On vérifie aussi ses sources, mais là, voilà. On revoit ce qui s'est passé donc à 18h02, heure de Kourou, il y a un peu plus de 4 heures de cela maintenant. Ce magnifique décollage de cette légendaire Soyouz. Oui, on peut le dire, une belle mission au service des applications spatiales européennes aujourd'hui pour ce premier lancement de l'année au CSG, premier lancement Soyouz de l'année au CSG, troisième lancement de l'année déjà, il y en a encore à venir avec peut-être des records, en tout cas c'est bien parti et c'était vraiment très beau. Une mécanique suisse, hein, c'est parfait. Alors, on a bien vu la séparation des boosters tout à l'heure. Voilà, là on va avoir la déclaration d'un homme heureux, le président directeur général d'Arianespace, Stéphane Israël. Bien, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, distinguished guests, Arianespace is delighted to announce that, according to our onboard telemetry system, Microscope has been separated as planned on its targeted sun-synchronous orbit. Within 1 hour, the satellite will be in visibility of its ground tracking station, confirming its health status and nominal injection. So for that, we will need to wait 1 more hour. Microscope est le 15e satellite du CNES lancé par Arianespace. Il est le vecteur d'une expérience scientifique très ambitieuse, visant à vérifier et même à challenger le principe d'équivalence entre masse inertielle et masse gravitationnelle. Donc chacun l'aura compris, l'enjeu de cette soirée, c'est grâce à Arianespace, le pouvoir du CNES de défier, et j'en suis certain, de battre Einstein. Donc respect au CNES pour ce beau combat. Je remercie le CNES pour sa confiance renouvelée et pour associer Arianespace à des aventures scientifiques aussi innovantes que celles de Microscope. I also want to thank ESA again, for which we completed a few hours ago the Fly Your Satellite mission. This mission incorporated 3 technology demonstrators in the form of CubeSat manufactured by 3 European universities. Arianespace is happy to contribute to such educational initiative. Ladies and gentlemen, before yielding the floor to our customers, I want to express my deepest gratitude to our Russian partners for their cooperation, starting with the Russian Federal Space Agency Roscosmos. Congratulations as well to RKTS Progress, who provided the 3-stage vehicle and ST fairing, and to NPO Lavochkin, designer and manufacturer of the frigate upper stage. Following its 14th launch from the Guyana Space Center, Soyuz definitely remains a key component of Arianespace offer, both on institutional and commercial markets. And now I want to wish to our partners the best for Soyuz first launch from Vostochny Cosmodrome. We know how it is important for Roscosmos and for Russia. Let me also congratulate the European teams who have contributed to today's success. Our ground contractors here in French Guiana, our CNES CSG partner for sure, and of course all our Arianespace colleagues. Thanks to you, we are well on track for another operational record year. So let me now yield the floor to our customers, ESA and CNES, and thanks for your attention. Ladies and gentlemen, on behalf of the Director of the Earth Observation Program at ESA, Professor Volker Liebig, let me express our satisfaction for this second achievement of the evening. You may think that these launches have become a routine for us, but it is not, and it will never be. It's always a new emotion. As you've heard, in the meantime, we also witnessed the separation of Fly Your Satellite. This is very good news and a big success for the young space enthusiasts of the 3 CubeSats. And congratulations to them, to their teams. The successful launch today opens a new era for Sentinel-1, with the second satellite now in orbit, shortening revisit interval and ensuring a high degree
of data timeliness. I would like to thank all those colleagues who have worked in a very dedicated and professional manner for many years on this project, and without whom we will not be here today. A special thanks goes to the Sentinel-1 project manager, Ramon Torres, and his team in the ESA Technical Center in the Netherlands. Thank you also to the colleague in the ESA Operations Center in Darmstadt, led by the mission director, Pierpaolo Emanueli. And thanks to the data ground segment team in the ESA Center near Rome, Esrin, and to the mission manager, Pierre Potin, who will take over the operational work in only a few months from now. Another special thank to industry, Thales Alenia Space, Italy, Airbus Defence Space, and all other companies of the Sentinel-1 consortium. Thank you to Arianespace and their Russian partners, to the ESA member states, and last but not least, to our long-lasting partner in Copernicus, the European Commission. We can now relax a little, but not too much. We still have work to do on Sentinel-1B during tonight. We will only be able to confirm the overall success of the mission in a few days when the first radar images will be acquired. For the time being, thank you and bravo to Arianespace. Mesdames, Messieurs, les vaillants qui sont vraiment les purs, qui s'intéressent et qui adoptent l'espace, et puis il y a le reste du monde là qui nous regarde. Je voudrais d'abord excuser Jean-Yves Le Gall qui devait s'exprimer ce soir et qui n'a pas pu rester, donc je vais lire ses mots, les mots qu'il a préparés pour cette soirée, après cette longue mission. La mise en orbite parfaitement réussie par un lanceur Soyouz mis en œuvre ici au Centre spatial guyanais, des satellites Sentinel-1B, Microscope et Fly Your Satellite est un nouvel exemple de l'importance fondamentale du partenariat indispensable à l'élaboration de toute politique spatiale. Partenariat tout d'abord au niveau du système de lancement. Et ce nouveau succès de Soyouz au CSG montre la richesse et la densité de notre relation avec la Russie, alors que 2016 marque le 50e anniversaire de notre coopération spatiale. Nous étions, le CNES et puis Roscosmos, réunis la semaine dernière avec le directeur général de Roscosmos, Igor Komarov. Et je sais que Igor Komarov nous regarde actuellement. Et à cette occasion, le CNES et Roscosmos se sont réjouis de la perspective de ce lancement, du lancement donc de ce soir, mais aussi des autres lancements et de celui qui sera lancé ici tout prochainement au CSG avec la mission Galileo. Et puis aussi, nous avons souligné surtout celui du mois de novembre à Baïkonour de notre compatriote Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale. Et vous voyez, 2016 sera placé sous le signe de l'anniversaire de cette coopération entre la France et la Russie. Et le succès de ce soir est une superbe façon de commencer ces commémorations. Partenariat ensuite en ce qui concerne Sentinel-1B. 2015 et le succès planétaire de la COP21 ont définitivement placé le climat au centre de la politique spatiale internationale. Et depuis 18 mois, la France et le CNES jouent un rôle central dans ce dossier. Vous le savez, nous avons préparé le volet spatial de la COP21 à Mexico au mois de septembre et nous avons réuni les chefs d'agence du monde entier à New Delhi le 3 avril pour adopter une déclaration pour la mise en œuvre de la COP21. Et nous allons poursuivre dans cet élan lors du congrès de l'IAF au mois de septembre où le climat sera, avec l'exploration de Mars et l'accès à l'espace, l'un des 3 sujets à l'ordre du jour. Dans ce contexte, il est clair que la mise en orbite réussie de Sentinel-1B est un élément majeur pour soutenir notre politique, et cette politique générale. À cet égard, je voudrais rendre un hommage appuyé à Volker Liebig, qui depuis 12 ans porte pour l'ESA et l'Union européenne le programme Copernicus. Partenariat encore avec Fly Your Satellite, qui va permettre à des étudiants européens de se familiariser aux techniques spatiales. Nous avons baptisé le contrat d'objectifs et de performance que le CNES a signé avec ses ministres de tutelle, Innovation et Inspiration, et associer les étudiants et les jeunes générations à notre action
est la meilleure façon de soutenir cette inspiration. Partenariat enfin avec Microscope, qui, comme vous le savez, est un des projets phares du CNES, dont l'objectif est particulièrement ambitieux, puisqu'il s'agit de vérifier certains éléments de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Rien de moins. Je voudrais donc féliciter nos équipes du Centre spatial de Toulouse et de nos partenaires qui ont participé à sa conception, qui ont développé, assuré la maîtrise d'œuvre de ce projet. Cela montre qu'il s'agit d'être à la pointe de la recherche, de la technologie et de l'innovation. Le CNES est toujours au rendez-vous grâce à votre compétence, à votre engagement et à votre inspiration qui force le respect et l'admiration en France, en Europe et dans le monde entier. Et je vous demande donc d'applaudir les équipes du Centre spatial de Toulouse qui actuellement sont sur le pont. Au total, ce lancement parfaitement réussi démontre une fois de plus l'intérêt pour l'Europe de disposer d'une gamme de lanceurs pour lancer des charges utiles, les plus grosses comme les plus petites. Pour pérenniser cette capacité, nous avons pris des décisions historiques. En 2014, à Luxembourg, en engageant sans délai, comme le recommandait le CNES, le programme Ariane 6. Pour conclure, je voudrais dire que ce nouveau succès illustre les capacités hors normes du Centre spatial guyanais, où nos équipes, avec une économie de moyens remarquable, un engagement qui force l'admiration de tous nos partenaires internationaux, continuent sur le même rythme que l'année dernière. Ce qui signifie préparer les satellites, assurer la disponibilité de la base, avoir les lanceurs prêts au rendez-vous et, in fine, effectuer les lancements. Je souhaite donc remercier et féliciter tous les artisans de ce nouveau succès européen, ALESA, la Commission européenne, Ariane Espace qui a réussi ce lancement et StarCM, et l'industrie en Guyane, en Europe comme en Russie. Et bien sûr au CNES. Mais aussi, je voudrais souligner et remercier l'ensemble des acteurs qui interviennent à l'extérieur de la base pour sécuriser la base, comme nos amis des Forces armées de Guyane qui sont là présentes parmi nous. Par vos compétences, par votre expertise, par votre engagement, vous représentez ce que l'Europe sait faire de mieux. Merci et bravo. Bien, chers amis, il est temps de conclure cette soirée. Effectivement, il est tard. Elle intervient après 3 jours qui ont été des jours de suspense pour différentes raisons. Et nous serons de retour dès le 24 mai pour un nouveau lancement de Soyouz, cette fois-ci pour la constellation Galileo. C'est un rendez-vous très important. Ce sera le premier lancement pour Galileo cette année, avant un autre lancement en novembre. Nous le serons moins d'un mois après le lancement de ce soir, et nous le devons notamment à un bâtiment auquel Ariane Espace tenait beaucoup, le F-Cube, qui est à présent pleinement opérationnel et qui permet d'accélérer les cadences. Donc merci encore à tous nos partenaires ici du CNES CSG, aux industriels russes. Merci évidemment à nos clients de ce soir, le CNES, l'ESA, la Commission européenne, de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup. Voilà une belle mission ce soir. Mission réussie pour Ariane Espace avec cette Soyouz au service de l'environnement avec Sentinelle 1B, ce satellite de l'Agence spatiale européenne pour les services de Copernicus, exploité par la Commission européenne. Au service aussi de la physique fondamentale, et là c'est bien sûr ce bijou scientifique qu'est Microscope du Centre national d'études spatiales du CNES, et puis l'évocation spatiale, il ne faut pas oublier, ça c'est l'avenir, le Fly Your Satellite, ces étudiants européens pour ce programme de l'Agence spatiale européenne, qui est quand même assez stimulant, je pense. Pour eux, ça va être un souvenir fabuleux. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur ces magnifiques images. Une superbe réussite ce soir encore. Personnellement, j'étais ravi de retrouver un micro dans la salle Jupiter. Merci en tout cas à tous de votre attention, et puis à bientôt, comme l'a dit Stéphane Israël, d'ailleurs d'ici le mois de mai.
Voilà, bonne soirée à tous. Merci pour votre attention. Au revoir. Ciao. Bye. Sayonara. Das Vidania. Voilà. Merci.